CRIF Mag, l'émission du CRIF Marseille-Provence. Karine Benarous. Bonsoir à tous, on se retrouve sur le 90.5 de la bande FM pour une nouvelle émission CRIF Mag. Et ce soir, nous allons parler de la convention régionale du CRIF Marseille-Provence qui se déroule dimanche 23 avril à partir de 13h30 à l'hôtel de région. Premier de mes invités, Jonathan Chétrit. Jonathan Chétrit, bonsoir. Bienvenue sur les ondes de la radio juive de Marseille. Alors, je le disais, vous serez présent à la convention régionale du CRIF dimanche 23 avril à 13h30 et vous allez participer à une table ronde donc qui s'appelle la justice, puisque c'est le thème de la convention, vérité, droit et mémoire, et vous interviendrez, vous, à la conférence La justice, source de mémoire collective. Jonathan Chétrit, vous êtes avocat et vous avez écrit un livre aux éditions Albin Michel, Toulouse, 19 mars 2012, l'attentat de l'école Ozar Hatorah par ceux qui l'ont vécu, aux éditions Albin Michel. Alors Jonathan, vous l'avez vous-même écrit dans le livre, vous étiez dans l'école d'Ozar Hatorah, ce sinistre 19 mars 2012 où l'attentat a eu lieu. Et vous avez eu le besoin d'écrire et de raconter tout ce que vous y avez vu. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Bien sûr, comme vous l'avez très bien expliqué, j'ai ressenti le besoin d'écrire au sujet du 19 mars 2012 pour plusieurs raisons. Et la première raison a été de pouvoir donner la parole à ceux qui ont été présents et qui ont été témoins directs ou indirects ce 19 mars 2012. Beaucoup d'élèves étaient présents dans l'ensemble de l'établissement et la majorité d'entre eux n'ont jamais eu l'occasion ou l'opportunité de prendre la parole à ce sujet. 10 ans plus tard, lorsque j'ai commencé à écrire au sujet de cet attentat, je me suis dit que si moi j'écrivais mon histoire, il fallait plutôt que ce soit notre histoire qui soit racontée d'une seule et même voix. Et donc ce livre, c'est un recueil de témoignages. Et je donne la parole à ces élèves. Chacun raconte ce qu'il a vu, entendu, ce qu'il a fait, que ce soit dans les minutes qui ont suivi l'attentat, mais aussi les jours et les mois après. Et ça participe forcément au devoir de mémoire aussi, parce qu'en 2012, je crois qu'on n'a pas forcément pris la mesure de ce qui était en train de se passer en France, qu'on a trop souvent parlé du tueur, qu'on a trop souvent mentionné son nom, l'affaire porte son nom, et j'avais besoin de redonner une place aux victimes en les citant, en les rappelant, en les racontant à travers des anecdotes, des histoires, des souvenirs, et j'avais ce besoin de remettre au centre de cette histoire les victimes pour qu'on laisse de côté le terrorisme. Alors justement, Jonathan Chétrit, c'est ça qu'il y a de saisissant dans votre livre, parce qu'il y a eu malheureusement d'autres attentats. J'aurais plusieurs questions à vous poser autour de ça. Généralement, quand il y a des livres qui sont écrits, on se souvient tous de l'attentat qu'il y avait eu à Charlie Hebdo, quand il y a des gens, des journalistes qui ont survécu et qui prennent la plume, c'est pour parler de leur ressenti à eux et de ce qu'ils ont vécu. Ce que j'ai trouvé vraiment poignant dans ce livre, c'est que vous avez fait œuvre dedans de mémoire collective. J'avais cette volonté vraiment, comme je vous expliquais, c'est que, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on est victime d'un événement comme celui-ci, en l'occurrence d'un attentat, il y a cette vraie question de la légitimité qui se pose, c'est-à-dire est-ce que je peux en parler et si oui, à qui je peux le faire et dans quelles conditions. Et souvent, on a du mal à en parler parce qu'on ne veut pas faire de la peine à ses proches, on peut avoir aussi ce sentiment d'être incompris, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se mélangent et qui empêchent d'une certaine manière de prendre la parole à ce sujet. Et je crois que l'avantage que j'avais, c'était que j'avais partagé cette matinée avec mes amis, avec les élèves de l'école, et que j'avais cette légitimité, moi, de pouvoir les solliciter en leur disant, voilà, si tu veux raconter, tu peux le faire, sens-toi libre de le faire, et surtout, tu ne seras pas jugé, et tu peux raconter ce que tu as envie de raconter. Et c'était là le but, finalement, de ce livre, c'était qu'on puisse raconter ensemble, et surtout aussi, un élément important, c'est qu'en donnant la parole à un maximum d'élèves, finalement, on a obtenu des réponses à des questions qu'on avait depuis de nombreuses années. Il y a beaucoup d'élèves qui n'osaient pas poser certaines questions par rapport à ce qui avait pu se passer le matin de l'attentat.
Et avec ce livre, finalement, ils ont obtenu des réponses. Et quand on est victime, obtenir des réponses, c'est aussi, ça participe aussi à cette reconstruction qui est lente, qui est douloureuse, mais qui est importante et nécessaire. Alors justement, Jonathan Chétrit, à l'époque, en 2012, si on se replonge, vous étiez élève, c'est ça, au sein de cette école interne? Tout à fait. Élève à l'internat au sein de cette école. Je suis né à Paris, mais parti à Toulouse à l'âge de 13 ans pour effectuer ma scolarité à l'internat. Tout à fait. Et donc, est-ce que ça a conditionné le fait que vous ayez voulu devenir avocat ou pas du tout? Alors, c'est une question qu'on me pose souvent et à juste titre. Je crois qu'inconsciemment, ça a joué, oui. Mais ça s'est pas fait de façon aussi claire, en tout cas, lorsque j'ai entrepris mes études. Peut-être une forme de résilience? Sûrement aussi qu'il y a cette volonté, de toute façon, d'avancer et de se battre. Ça, c'est une évidence. Maintenant, on a aussi été très vite confronté à la justice. On a été tout de suite en contact avec des avocats, etc. Et je pense que c'est indéniable qu'il y a un lien entre la volonté de poursuivre des études universitaires en droit et ce qui s'est passé le 19 mars 2012. Jonathan Chétrit, vous serez présent, donc je le disais en début de cette interview, dimanche 23 avril, à partir de 13h30 pour la convention régionale du CRIF, dont le titre est bien générique, est la justice, vérité, droit et mémoire. Et vous allez vous intervenir dans la deuxième conférence, la justice, source de mémoire collective. Alors vous serez autour de journalistes, de membres de conseil de l'ordre, mais aussi d'écrivains. Vous êtes finalement un des seuls, le seul plutôt témoin, même pas témoin, personne qui a vécu de plein fouet cet attentat. Qu'est-ce que vous avez envie de dire dimanche? Il y a plusieurs sujets que j'aimerais aborder. Je pense que, en fait, tout d'abord, c'est encore et une fois le devoir de mémoire. Je pense que je commencerai par rappeler les victimes, parce que je me suis promis que dès qu'on me donnait la parole, je ferai en fait cet effort qu'il faut faire, c'est-à-dire rappeler les victimes. Il faut pas oublier les enfants, Jonathan, Arié, Gabriel, Myriam. Je pense souvent aussi aux militaires qui ont été assassinés quelques jours auparavant et qu'on oublie trop souvent. Imadi Ben Ziaten, Mohamed Lebouad, Abel Chenouf. Enfin voilà, je pense que je commencerai quand même par rappeler les victimes parce que c'est aussi un des buts de tout ce travail. Et puis ensuite, c'est parler, parce qu'on parle de justice. Je crois quand même que, et encore une fois, le livre a eu a joué un petit rôle dans cette réparation-là. Mais je pense qu'en 2012, on est quand même passé à côté de ce qui était en train de se produire en France et ce qu'on était en train de vivre. Pour plein de raisons, pour la manière dont les médias ont abordé le sujet, pour la façon dont on a présenté les victimes, en les catégorisant ou en mettant des étiquettes, si on peut le dire ainsi, en parlant de militaires, comme si ça justifiait finalement de tuer des hommes sur le territoire français, ou en parlant d'enfants juifs, en oubliant de mentionner que c'était de simples écoliers au sein d'une école de la République française. Et en fait, on est passé à côté, à mon sens, de ces éléments-là. C'est important de le rappeler. 11 ans après, encore une fois, il faut justement saisir les occasions comme celle-ci pour le rappeler. Et puis parler des victimes aussi, comme je vous le disais, les élèves qui ont témoigné dans le livre, donc les témoins, directs et indirects, qui pour leur part sont restés pour certains dans un mutisme vraiment très très fort pendant des années et des années, sans avoir l'occasion de parler, mais qui ont aussi pour certains senti un sentiment de solitude. Et quand je parle de ce sentiment de solitude, je fais référence à l'État qui, à mon sens, en 2012, mais pour des raisons qu'on explique très bien et qu'on peut aussi très bien comprendre, n'avait pas forcément les clés ou les codes pour gérer un événement comme celui-ci, parce que c'était une des premières fois finalement en France qu'un homme débarquait sur un scooter et tuait à bout portant des enfants. Et je pense que la France n'a pas su réagir. Et là, quand je parle de la France, je parle de l'organisation, hein, vraiment des responsables à l'époque en France. Et finalement, il y avait beaucoup de droits auxquels on pouvait prétendre en tant que victime, en tant que témoin direct et indirect. Et ces droits, on les a pas eus pour plein de raisons. Parce que les délais étaient ensuite passés, qu'il n'y avait pas de rétroactivité, etc. Et j'aimerais quand même, je pense que j'en profiterai pour remettre justement l'accent sur ces éléments-là. Justement, Jonathan Chétrit, et vous le disiez tout à l'heure
pendant l'interview, l'attentat à Toulouse de l'école Ozar-Hatorah, et vous avez bien raison de nommer toutes ces personnes, Jonathan, Arié, Gabriel, mais aussi Myriam, toutes ces personnes qui ont été tuées dans cet attentat. C'est vrai qu'il a fallu attendre, on va être honnête, hein, vous me direz si vous pensez la même chose que moi, il a vraiment fallu attendre l'attentat de Charlie Hebdo pour qu'il y ait une prise de conscience collective. Je suis entièrement d'accord avec vous et honnêtement, alors c'est un sentiment, je ne veux pas m'avancer, mais je sais que c'est un sentiment qui a été partagé par de nombreux élèves qui ont vécu l'attentat le 19 mars 2012 au sein de l'école Ozar-Hatorah. Et lorsqu'il y a les attentats de Charlie Hebdo et même du Bataclan un peu après, en fait, nous, on a un sentiment quand même de solitude et de tristesse de voir que, en fait, oui, la France sait se mobiliser, oui, la France sait descendre dans la rue et montrer tout son soutien, et le faire d'une même voix, etc. Mais en 2012, non, la France n'a pas su le faire. Et c'est désolant, en fait. Ce constat est désolant et ce constat est assez dur et assez triste aussi pour nous en tant que victimes, oui. Est-ce que vous pensez quand même que depuis 2012, puisque vous êtes avocat, les choses ont changé, que la prise en compte est quand même un peu plus importante et plus sérieuse? À mon sens, oui. À mon sens, il y a eu une évolution, il y a eu une prise de conscience, mais elle est encore trop faible. Elle est encore trop légère. Et je pense malheureusement que les médias jouent un rôle déterminant et central dans cette évolution-là à laquelle on pourrait prétendre à juste titre. Et je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. On va dire qu'on est au tout début du chemin. Jonathan Chétrit, je vous remercie infiniment. Ce sera une joie pour moi de vous rencontrer dimanche 23 avril à 13h30 pour la convention régionale du CRIF Marseille-Provence, la justice, vérité, droit et mémoire. Je rappelle que vous êtes avocat, que vous avez écrit un livre qui s'appelle Toulouse, 19 mars 2012, l'attentat de l'école Ozar-Hatorah par ceux qui l'ont vécu et qu'on retrouve aux éditions Albin Michel. Je vous remercie infiniment. Au revoir et à dimanche. Merci à vous. Au revoir. On se retrouve pour cette seconde partie en compagnie d'Alexandra Louis. Allez, on y va. On se retrouve pour cette seconde partie d'émission en compagnie d'Alexandra Louis. Alexandra Louis, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes Alexandra Louis, vous êtes déléguée interministérielle à l'aide aux victimes auprès du ministre de la Justice et vous serez présente dimanche 23 avril, dans le cadre de la convention régionale du CRIF Marseille-Provence qui cette année a décidé, de choisir comme thème la justice, vérité, droit et mémoire. Alors, vous allez intervenir dans la première conférence, la justice à l'épreuve du droit. Alors là, je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire. Mais avant, de parler et d'entrer dans le vif du sujet avec cette conférence et d'en dévoiler un petit peu, je dirais un avant-goût des aspects que vous aurez envie de développer, quand on est délégué interministériel à l'aide aux victimes auprès du ministre de la Justice, on fait quoi, Alexandra Louis ? Oui, je vous remercie de poser cette question parce que c'est sans doute une fonction qui n'est pas assez connue. Mon rôle, avec mon équipe, car j'ai une équipe d'une dizaine de personnes, est de piloter les politiques publiques en faveur de l'aide aux victimes dans un cadre interministériel. Parce que l'aide aux victimes, ce n'est pas simplement l'aspect judiciaire, même s'il est important, et c'est pour ça que je suis rattachée auprès du ministère de la Justice, mais c'est également la santé des victimes, le psychotrauma par exemple, qui est une constante chez les victimes, que ce soit des victimes d'attentats, des victimes d'infractions de droit commun, des victimes de viols, des proches qui ont perdu quelqu'un dans une catastrophe aérienne. Voilà. Donc notre rôle, c'est de tout faire pour que ces politiques non seulement se développent, mais aussi qu'elles s'appliquent partout sur le territoire, partout en France, mais également en Outre-mer. Et c'est pour ça que dans mon équipe, j'ai des personnes qui viennent de différents ministères pour que chaque ministère prenne sa part dans l'aide aux victimes, que ce soit l'emploi, le logement, la santé, tous les aspects. Est-ce que c'est un ministère nouveau qui a été ouvert, qui existait avant, où il est arrivé d'un constat où la prise en charge après n'était pas réellement faite, où il y avait des bugs? Comment ça a émergé? Alors, il y avait un secrétariat d'État à l'époque, mais la volonté à l'époque de Emmanuel Macron, le président de la République, a vraiment été de créer une institution interministérielle pour vraiment que tous les ministères prennent leur part.
Parce que trop longtemps, je pense qu'on a conçu l'aide aux victimes sur le plan uniquement judiciaire. Mais on voit bien aujourd'hui, on commence à avoir de l'expérience en la matière, il faut réfléchir au court terme, c'est-à-dire le moment. Le moment où vous vivez un drame, moi je vois trop de victimes qui vivent un drame, que ce soit des victimes du Bataclan, des victimes d'attentats, des victimes de crash aérien, des personnes qui ont perdu un enfant dans un accident de la route, et on pense un peu moins à l'après. Et malheureusement, il faut se rendre compte que beaucoup de ces victimes ont un peu la double peine parce qu'elles ont après ça des obstacles administratifs, souvent des problèmes de santé. Imaginez-vous aller continuer à travailler, à reprendre une vie normale quand vous avez subi un tel drame dans votre chair, dans votre sang. Et c'est pour ça qu'il faut accompagner ces victimes sur tous les plans. Et mon rôle, c'est vraiment de faire en sorte de lever tous les obstacles. Et c'est bien ça le rôle de ma délégation. Et d'ailleurs, là, on a lancé une réflexion sur le guichet unique des victimes pour faire en sorte de vraiment lever tous les obstacles qui ponctuent la vie des victimes et qui me disent trop souvent on a été victime et maintenant on mène un combat. Et on mène un combat pour nous et également pour les autres. Et c'est pour ça qu'au sein de ma délégation, moi j'ai pris la décision de toujours partir du terrain et surtout du vécu de ces victimes parce que je me dis que ont vécu certaines victimes, il ne faut absolument pas que d'autres aient à le revivre. Allô ? Oui, je vous entendais plus, excusez-moi. Oui, je vous entends mieux. Alors, Alexandra Louis, vous allez intervenir dans le cadre de cette convention autour de la table ronde « La justice à l'épreuve du droit ». Alors, quand on intervient dans une convention régionale du CRIF Marseille-Provence avec un tel titre, résonne bien évidemment à l'oreille, je dirais, de tout le monde, la fameuse affaire Sarah Halimi, avec cette décision judiciaire qui a été rendue en déclarant que la personne était donc avait une abolition totale de son discernement. On appelle là au problème de l'irresponsabilité pénale. Qu'est-ce que vous avez envie de dire lors de cette conférence, puisque vous intervenez quand même en tant que délégué interministériel dans l'aide aux victimes? Ça peut être aussi une aide aux victimes psychologiques quand finalement... je veux dire autour de la famille, quand finalement, bien, à ce niveau-là, le droit a été dit. C'est vrai, c'est irréparable, le droit a été dit. Mais on a un sentiment que la justice n'a pas été réellement rendue. En bref, c'est le sentiment qui a beaucoup partagé la communauté à l'époque. Oui, tout à fait. D'abord, au-delà de cet odieux crime antisémite, il y a eu, ce dont je parlais un petit peu tout à l'heure, c'est la double peine pour les proches de la victime. C'est-à-dire ce terrible sentiment d'injustice. Se dire que l'auteur des faits ne sera pas accessible à une sanction pénale. Et c'est évidemment extrêmement préoccupant. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a eu cette décision judiciaire, et vous l'avez rappelé justement, elle a été rendue en application du droit. C'est-à-dire que du point de vue de l'application de la loi, on ne peut pas reprocher au juge d'avoir appliqué la loi, évidemment, car nous sommes dans un état de droit. Et parfois, quand la loi ne répond pas aux exigences de la société et des victimes aussi, et j'insiste évidemment sur ce point en tant que délégué, il faut adapter la loi. Alors, je le dis et je crois que c'est important de le dire, quand on adapte la loi, malheureusement, on adapte la loi que pour le futur. Heureusement du point de vue du droit, malheureusement pour l'affaire... cette triste affaire Sarah Halimi. C'est pourquoi nous avons, à l'époque j'étais députée de Marseille, on avait travaillé sur ce sujet à l'Assemblée. Il y a un texte qui a été adopté pour avancer sur ces questions. Et c'est une question juridique extrêmement délicate parce que d'un côté on a un principe dans un état de droit, c'est qu'on ne juge pas les fous. D'accord, je pense que tout le monde est d'accord avec ce principe. Mais dans l'affaire Sarah Halimi, la particularité, c'est que l'état psychique de cet auteur au moment des faits a été provoqué parce qu'il a consommé de la drogue. Alors, je ne sais plus exactement quelle drogue, mais ça a à la limite peu d'importance. Donc, les experts ont conclu qu'il y avait une abolition du discernement, mais il s'est avéré qu'il y avait eu également une consommation de stupéfiants. Et évidemment, qu'on se pose la question, comment peut-on accepter qu'une personne qui sciemment, c'est-à-dire volontairement, prend de la drogue, abolit donc son discernement, et se voit et finalement échappe à la justice. C'est évidemment quelque chose qui est difficile à accepter. C'est pourquoi on a créé une cause d'irresponsabilité pénale qui ne correspond pas tout à fait à l'affaire Sarah Halimi, pour tout vous dire, mais également des délits spécifiques pour faire en sorte que la personne qui sait que si elle va prendre de la drogue, elle va devenir une personne dangereuse et donc elle va abolir son discernement, et bien qu'elle puisse être condamnée, et c'est notamment dans le cas d'un meurtre, une condamnation de 15 ans de prison.
Alors la loi en soi ne résout pas tout, et je vous parle sans doute aussi en tant que déléguée, parce que quand on parle des victimes, des proches des victimes, il y a une vertu importante de la justice. Si la première vertu de la justice, c'est évidemment, mettre en place l'ordre public et garantir l'ordre, c'est aussi une certaine reconnaissance aussi des victimes, qui ont droit à un procès, qui ont droit de voir l'auteur, celui qui a causé le mal, celui qui les a privés d'un proche et dans des circonstances aussi dramatiques qu'on connaît, de pouvoir être condamné. Évidemment, ça c'est une question importante et il y a, à mon sens, beaucoup de choses à faire encore pour bien reconnaître ces victimes, les accompagner et pas simplement, évidemment, sur le pan judiciaire. Vous parliez tout à l'heure suite à l'affaire Sarah Halimi, c'est vrai que la question s'est beaucoup posée de réformer le droit sur l'irresponsabilité pénale. C'est quand même parce que ça touche à des questions autres que le droit, même des questions sociétales, des questions philosophiques. C'est des concepts quand même qui sont très durs à manier et très compliqués d'en dessiner les contours. Oui, c'est très compliqué parce que d'abord, la situation Sarah Halimi, aussi grave soit-elle, était assez inédite et assez exceptionnelle. Et c'est sans doute pour ça que le législateur ne s'était pas posé la question en tant que telle. Et c'est vrai, ça fait appel, quand on parle de cette question, on parle de grands principes du droit, de grands principes dans une démocratie. On ne juge pas les fous. Ça, c'est un principe avéré. On ne peut pas le contourner, sinon on renoncerait évidemment à la démocratie, à l'état de droit. Mais évidemment, il y a toujours, je dirais, cette exception et cette situation particulière. Vous avez d'autres situations. Si vous avez un terroriste qui va prendre la drogue pour commettre son attentat, évidemment là aussi, on va pas se dire non, il avait une abolition du discernement, donc finalement il ne sera pas condamné. Dans ces cas-là, évidemment, il faut qu'il soit condamné. C'est pour ça qu'on a modifié la loi. On a modifié la loi dans les contours, dans le respect de notre Constitution, dans le respect aussi de la Convention européenne des droits de l'homme, puisque c'est évidemment ça qui garantit le bon fonctionnement de la justice. Mais c'est vrai que ça fait appel à des questions philosophiques de se dire quel est le rôle finalement d'un procès pénal. Le rôle d'un procès pénal, c'est, comme je le disais, faire en sorte de faire respecter l'ordre public, sanctionner l'auteur, ça c'est important, mais également donner une place à la victime. Et c'est vrai qu'historiquement, le droit pénal n'a pas toujours donné cette pleine place aux victimes. Le droit a progressé depuis, mais je crois que c'est important. C'est important pour les victimes, c'est important aussi pour la société, parce que l'affaire Sarah Halimi, je pense, a ébranlé toute la communauté nationale, et même au-delà, puisque je sais que même à l'étranger, on a beaucoup parlé aussi de cette affaire et de son retentissement énorme. Parce que évidemment, ça a ému énormément de monde, et ça a posé cette question fondamentale de jusqu'où peut-on aller en matière de responsabilité. Bien, Alexandra Louis, je vous remercie infiniment. Je rappelle que vous serez présente dimanche 23 avril à partir de 13h30 à l'hôtel de région pour la convention régionale du CRIF Marseille-Provence. Sinon, jeudi 20 avril à 19h au centre de Montflègue, le CRIF Marseille-Provence recevra François Elbron, vice-président du Mémorial de la Shoah, et Ariane Bois, qui tous les deux, ont écrit 2 livres différents. Et si vous avez envie d'assister à cette conférence avec dédicace de livres, il faudra venir le 20 avril, à partir de 19h. C'est à l'espace Paul Benaïm, 4 Impasse Dragon, dans le 6e à Marseille. Je vous remercie infiniment et on se retrouve dimanche avec une grande impatience d'écouter toutes ces conférences. Au revoir. Avec plaisir, au revoir. CRIF Mag, l'émission du CRIF Marseille-Provence. Karine Benarous.